Franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou et vous suivez la dominicale de vérité franc-parler. La corruption est considérée comme un délit commis par un particulier qui propose, directement ou indirectement, offre, don, présent ou avantage pour obtenir d'une autorité publique, d'une personne investie d'une mission de service public ou d'un élu, l'accomplissement ou non d'un acte relevant de ses fonctions ou facilité par elle. C'est un phénomène qui a la peau dure. Malgré toutes les dispositions prises, le taux zéro de corruption reste un vœu pieux. Au Bénin, nous avons connu entre autres la cellule de moralisation de la vie publique et l'autorité nationale de lutte contre la corruption. La dernière trouvaille au sommet de l'État est la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Depuis le 22 juillet dernier, après une cérémonie de prestation de serment devant le président de la République, l'ancien bâtonnier maître Jacques Migan a pris les commandes de cette institution. Depuis lors, il a été reçu en audience par plusieurs de ses pairs. Mais qu'est-ce qui va véritablement changer sous la direction du haut commissaire maître Jacques Migan? La prévention de la corruption enterre-t-elle l'idée de lutte farouche ou de répression? Pour en débattre, nous recevons ce dimanche Dr Olivier Charles Atindéou. Il est le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Bonjour, Dr Atindéou. Monsieur Naoum, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. C'est moi qui vous remercie de m'offrir cette opportunité pour à la fois présenter le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, mais aussi donner une idée plus ou moins précise à nos concitoyens et concitoyennes de ce que nous entrevoyons faire. D'accord, c'est un plaisir pour nous de le savoir. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Abangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions via les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 113. Alors à nouveau, bonjour à vous, Dr Charles Atindéou, Olivier Charles Atindéou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. J'ai pris l'habitude au début de chaque émission sur ce plateau de faire un petit zoom sur nos invités et c'est ça qui me permet d'ailleurs de vous demander qui est véritablement Olivier Charles Atindéou. Olivier Charles Atindéou est un citoyen béninois. Pour parler brièvement de mon parcours, après un DUG en droit et sociologie, j'ai eu à surseoir mes études pour me consacrer à de l'art, auteur d'un recueil de poèmes et de recueils de nouvelles. Et j'ai pensé à reprendre les études, et j'ai effectivement repris les études en droit et sciences politiques, et aujourd'hui je suis docteur en sciences politiques, mais j'ai dispensé des cours, donc à la base je suis enseignant-chercheur, plus en droit, en intelligence économique, en communication institutionnelle et bien sûr en sciences politiques. D'accord. Donc, c'est votre parcours. Vous avez fait tout ça où? Vous venez ici? Non, à Lyon. D'accord. J'ai commencé à l'université, ça va étonner plus d'un, j'ai commencé à l'université à Bomey-Calavi. Et après, je suis reparti en France. Et c'est à Lyon. Lyon 3 m'a formé. Lyon 3 m'a vu dispenser mes premiers cours. Au début, c'était politique internationale, gestion des crises. Et j'ai basculé en droit totalement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré au niveau de l'art? De l'art? Oui. Inventare, facere, inventer, changer, inspirer, innover. C'est ça qui me plaît dans l'art. D'accord. Et ça vous a retenu tellement que vous avez laissé les études pour ça? Exactement. J'ai repris les études, vais-je dire, par défi, parce que lorsque je prenais la parole, je me rappelle, je vais vous raconter quelque chose, vous allez en sourire. J'étais dans le Jura, je représentais le Bénin, il fallait exposer des tableaux, présenter les artistes, ainsi de suite.
Et j'avais mon premier recueil de poèmes, Les Merveilles de l'indigence. Okay. Et il y a un monsieur, le Codem, un Européen français, qui a dit, c'est vous qui écrivez ça? Bon, au passage, j'avais des locks qui touchaient presque mon fessier. J'ai dit, oui, c'est bien moi. Et ma photo se trouve derrière. Il dit, ah, en plus, il parle bien notre langue. Ça m'a tellement choqué. En plus, il parle notre langue. Oui. En plus, il parle bien notre langue. Et j'ai décidé ce jour-là de reprendre les études. C'est ça. Et de tout faire, de tenir pour avoir le dernier diplôme qui puisse exister dans le circuit. D'accord. Voilà. C'était un défi personnel. Exactement. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci de nous rejoindre. Alors, véritablement, comment vous avez fait pour vous retrouver au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption? Comment vous m'offrez le concours de circonstances ou bien c'est... Comment ça s'est passé? Ne soyez pas gêné, hein, c'est comme ça. Oui, bien sûr, non, franc-parler. D'accord, oui, allons-y. Vous m'offrez l'opportunité de remercier le haut-commissaire, monsieur Jacques Migan, avec qui j'ai pu, au travers des formations organisées par le CIFAF, j'ai pu animer, offrir quelques communications qui s'intéressaient à la désinformation, à l'intoxication, aux fausses nouvelles, aux lanceurs d'alerte, en Côte d'Ivoire, à Bangui, en N'Djamena. Et il m'a dit, tiens, ce que tu fais m'intéresse énormément. Est-ce que tu peux me produire des documents, éventuellement, pour repenser le Bénin en termes de prévention de la corruption? Bon, il m'a appelé après sa nomination. D'accord. J'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas venir servir le pays? Et voilà comment je me suis retrouvé, où je me retrouve au commissariat. Donc c'est le haut-commissaire qui vous a appelé? Il m'a appelé, il m'a dit, ah tiens, je te le dis immédiatement, nous n'allons pas répéter, en fait, faire le contraire de nos missions. Il y aura une transparence, tu seras mis en concurrence. C'est ce qui a été fait, j'ai été mis en concurrence, et bon, Olivier Charles Latino est sorti, et j'en suis très très content. Donc vous êtes sorti d'une compétition? Oui, bien sûr. C'est pas juste non, les contacts avec le haut-commissaire? Ah non. Il est vrai que, comme je viens de vous le dire, nous étions dans dans une structure qui organisait la formation continue des avocats. D'accord. Cela ne suffit pas pour faire de moi le bon candidat. D'accord. Ce qu'il faut, c'est le travail et les propositions. Le chef de l'État a parlé d'innovation, d'inspiration. Et donc, je pense que... Il faut du contenu. Exactement, du contenu. Et pas n'importe lequel, des contenus. D'accord. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, la notion de la corruption pour vous, c'est quoi? Tout à l'heure, vous avez rappelé quelques lettres qui me renvoient aux articles 335, 336 de notre code pénal, comme la de 2018. D'accord. Mais il y a une définition, vais-je dire, consensuelle, qui est partagée par les organisations internationales. C'est l'acte de toute personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, qui sollicite, offre, donne, accepte une commission, un don, une offre, une promesse ou tout avantage indu en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions et qui en tire personnellement ou pour le compte d'autrui un gain. Ce gain, ça a divers visages. Ça peut être matériel, comme ça peut être financier. Exactement. Maintenant, si je veux... Alors, pour diluer tout ça, pour le commun des mortels. Exact. Le commun des mortels, on peut dire que la corruption, c'est l'abus de pouvoir, à des fins personnelles. D'accord. Pour faire simple. Quand on dit l'abus de pouvoir, Ce que vous avez à faire, vous l'exercez, mais contre quelque chose. Contre quelque chose. D'accord. Je prends un visage de la corruption. La concussion, c'est quoi? Un fonctionnaire qui doit accomplir sa mission, sa fonction, exercer sa fonction, et qui, en contrepartie, accepte un cadeau, un pot de vin, de l'argent. Ça, c'est de la corruption. Il n'a pas le droit, un fonctionnaire n'a pas le droit d'accepter autre chose que son salaire. Ça suffit. Le salaire, c'est son cadeau. C'est sa commission. C'est son don. Il le mérite. C'est la sueur de son travail. Pour le commun, comme vous dites, le donc mortel. Aucun fonctionnaire ne devrait être intéressé par quoi que ce soit. Ah non. Le fonctionnaire doit être intéressé par l'intérêt général. Finalement, on est tous corrompus là.
Je ne vais pas l'affirmer. Je ne vais pas l'affirmer parce que lorsqu'on regarde le monde, ce qui se passe au Bénin n'est pas une spécificité. C'est un mal, c'est un fléau mondial, la corruption. Et ce fléau a ses origines. Vous regardez, quand on déploie un peu l'historicité de la chose, la première loi tendant à circonscrire la corruption date de 59 avant Jésus-Christ. C'est impressionnant. Et pourtant, nous y sommes. Vous êtes là, nous sommes là, nous sommes en train de parler de la corruption, de la prévention de la corruption. Ce qui veut dire que c'est... J'ai pris l'habitude de dire que la corruption est une plaie béante qui sape les institutions, la confiance que le citoyen a en droit de placer en ces institutions. D'accord. Alors, quelle est la perception que vous avez, même si globalement on peut dire qu'en parlant de corruption, c'est pas seulement au Bénin, mais quelle est la perception que vous avez du cas béninois? La perception que j'ai du cas béninois, c'est pas une perception qui tranche avec la perception qu'on pourrait avoir du cas ivoirien, du cas ghanéen. Ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté ferme, je dis bien une volonté ferme du chef de l'État de parvenir à éradiquer la corruption. Hélas, il y a ce qu'on pourrait aussi appeler la bassesse humaine, les trivialités, qui empêchent certaines de ces actions de produire le bon résultat. Mais je pense que collectivement, nous y arrivons. D'accord. Je ne vais pas dire ici que nous sommes tous corrompus. Je semble constater qu'il y a des réfractaires qui ne veulent pas que les caisses de l'État se remplissent pour accomplir ou pour réaliser les réformes, les travaux nécessaires au développement de ce pays. Il y en a. Et ceux-là devront répondre de leurs actes. D'accord. Alors, quand vous dites que le président de la République, le président Patrice Talon, est déterminé à lutter contre la corruption, qu'est-ce que vous mettez dedans, concrètement? Il a affirmé le PAG de 2016-2021, 2021-2026 le prouve. Et ce qu'on constate, il suffit de sortir. On ne va pas faire le hakoué par les gros français comme on le dit. Il suffit de sortir, de voir l'ampleur des réalisations. Le terrain parle. Il n'a pas besoin de prendre la parole tout le temps pour dire « Ah, je fais ci ». Le terrain parle. Et vous savez, je le disais le 30 septembre, quand je suis arrivé, mais je suis atrocement fier d'être béninois. Atrocement fier de Béninois. Le Bénin a changé. Et si nous pouvons mettre fin à ce mal, à ce tact, à l'ensemble des actes corruptifs, je pense que l'État va trouver un peu plus en termes de recettes pour réaliser un certain nombre de chantiers. Les hôpitaux, les écoles, l'université, dans le domaine sanitaire, ainsi de suite. Donc, il faut pas, bon, en guise de précision, je ne suis point politique. Je puis dire par excès de mots que je suis scientifique, technique, si vous voulez. Les appareillages politiques ne m'intéressent pas. Donc quand je parle du chef de l'État... Vous n'êtes pas là pour chanter la gloire de quelqu'un? Ah, absolument pas. J'ai vu de mes yeux. Je suis allé à cette vie pour rendre visite à la famille, à un membre de ma famille, mais je me suis perdu. Je ne reconnaissais plus la rue. La rue où je venais en vacances, je reconnaissais plus. Donc pour vous, c'est la lutte contre la corruption qui produit tout ça? Bon, c'est un raccourci, mais ma foi, ce que je suis en train de dire, si nous pouvons contribuer à mettre fin à ce mal... On aura plus. Bien plus. Et j'ai foi en cela. Sinon, je ne serais pas en face de vous. Je ne serais pas revenu au pays. J'ai foi en cela. Et c'est un travail de toute la société. Ce n'est pas le travail d'Olivier Charles ou de M. Naoum. C'est tout le monde qui doit contribuer à cela. D'accord. Alors, quand vous observez aujourd'hui la stratégie qui est menée dans notre pays pour lutter contre la corruption,
Est-ce que vous pouvez identifier des forces et des faiblesses? Je vous remercie pour cette question. Pourquoi? Parce que ce que nous constatons, c'est que beaucoup de pays ont eu à choisir durant plusieurs années ce qu'on pourrait appeler en tant que juriste l'action préemptive. C'est-à-dire qu'on cherche à éviter la survenance de l'événement par la répression, la coercition. Ce qui est intéressant dans la loi 20-20-09 du 23 avril, c'est qu'on parle de prévention. Ben, disons à nos concitoyennes, concitoyens, ce qu'est la prévention. L'acte préventif consiste à rechercher les causes, les sources, afin d'éviter que le moment, la situation puisse se produire, puisse être assemblée pour générer un pacte corrupteur. C'est ce qui est intéressant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que au lieu de mettre les gens en prison, parce que apparemment, bon, l'agent de la circulation n'aura pas peur de recevoir un petit billet. Au lieu de le faire, pourquoi ne pas rentrer dans la tête, dans la conscience des gens? Pour le dire, à côté des normes, vais-je dire, légales, il y a des normes extra-légales, l'intégrité, la probité. Et c'est à chacun de nous de faire le pas vers cela. Vous allez m'excuser, nous sommes dimanche, hein, beaucoup ont prié, ou hier soir ils sont allés à l'église, vendredi ils étaient à la mosquée, ainsi de suite, mais c'est comme une spiritualité de l'être. Qu'est-ce qui, personnellement, m'envoie, m'emploie à exercer sur moi l'intégrité, la probité et une culture d'éthique? Comment choisissons-nous de faire société et pourquoi? C'est ça qui doit nous importer. Et s'il y a une stratégie, elle doit reposer sur ça. La conséquence, c'est qu'il faut commencer à la base. Vous et moi, de nos âges, nous avons des expériences, nous avons une éducation. Nous pouvons nous dire, bon, personnellement, je n'aime pas cette manière de faire, je ne veux pas me laisser corrompre, je ne veux pas rentrer dans le système triadique de la corruption. Le système triadique, corrupteur, corrompu et un tiers. Nous pouvons choisir de relayer cette conviction. Mais qu'allez-vous faire lorsque la chose est déjà installée et devient, vais-je dire, un réflexe pour certains? Donc il faut se consacrer, se concentrer sur cette base-là, sur cette génération. Après nous, nous sommes finissants. Lequel des bénins allons-nous laisser? Que choisissons-nous maintenant de faire inscrire sur nos tombes? Bon, voleurs de la République ou contributeurs? C'est ça. Donc la stratégie qui va être mise en place, déployée, reposera, je ne vais pas dire exclusivement, sur cette capacité que nous voulons à former la conscience, le mental des autres générations. Cette stratégie va aussi passer par le renforcement des instruments, je veux dire, oui, instruments et mécanismes législatifs, juridiques existants. D'accord. Vous connaissant scientifique, c'est sûr que vous avez posé la question au moment où on vous a appelé. Moi, je vous pose la question sur ce plateau et si vous avez la réponse, vous allez nous donner cette réponse. Quelles sont les raisons profondes qui ont poussé à l'adoption de la création, bien entendu, du Haut Commissariat à la prévention de la corruption? C'est tellement vous avez posé la question. Je ne sais pas si vous avez posé la question quand on vous a appelé pour la mission. Oh que si. Oui. Oh que si. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ce que je me suis personnellement dit. Oui. Voilà, on y va. Ce que je me suis personnellement dit, je me dis, bon, voilà un pays, le Bénin, que tout le monde commence à féliciter. Aujourd'hui, on parle de marque pays, d'identité pays. Comment voudriez-vous qu'on ait une marque pays, une identité pays, qui inspire la confiance? C'est simple, la bonne gouvernance. Tout à fait. La consolidation de l'état de droit. Ah ben, si vous voulez de la bonne gouvernance, la consolidation de l'état de droit, ben, vous injectez quoi? Vous injectez la transparence de la gestion des affaires publiques.
Et pour jeter cette transparence, il faut une autorité, un organe qui se charge de prévenir tout acte corruptif. Donc, la naissance, la création du Haut-Commissariat n'est qu'un prolongement de la vision des chefs de l'État. Le PAG, si vous relisez le PAG 2016-2021, 2021-2026, c'est noir sur blanc. Le socle, le pilier 1, susceptible de générer la croissance économique dans ce pays, c'est la bonne gouvernance. C'est une autre manière de faire les choses, d'accomplir les choses. Consolider l'état de droit. Pourquoi ? Mais pour permettre simplement une justice sociale, une égalité sociale. Un pays dans lequel nous serons tous fiers de disposer d'un avenir heureux. C'est le plus important. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. D'accord. Alors, quand vous avez donc été appelé à cette mission par le haut-commissaire Jacques Migan, est-ce que pour vous d'ailleurs c'est le bon profil, selon vous? Si c'est le bon profil pour être... Pour être le haut-commissaire. Ah mais vous lui poserez la question. Ah bon. Oui, Vous n'avez pas posé cette question? Pourquoi voudriez-vous que je me pose la question? On risque de me taxer de népotisme. D'accord. Et si je vous réponds là pour dire il est excellent, vous allez dire non, bon, c'est parce que il t'a fait appel. Okay. Non, je n'étais pas le seul. Nous étions... les travaux que j'ai eu à fournir parlent à ma place. D'accord. Donc... vous n'avez pas cherché à savoir si c'est le bon profil ou pas. Mais le fait qu'il soit juriste, est-ce que c'est bon pour vous? C'est même excellent. D'accord. Parce que vous êtes juriste aussi. Oui, je suis politologue, je suis juriste. Et... Vous avez formé une équipe de juristes, c'est ça? Ah non, pas du tout. Pour nous sensibiliser, pour nous parler de la prévention de la corruption? Pas du tout. Si vous dites ça, ça veut dire que le Haut-Commissariat est le gendarme. Non. Nous ne sommes pas une institution judiciaire. Okay. Je le rappelle. Parce que pour beaucoup, je l'entends dire, le Haut-Commissariat n'est pas une institution judiciaire. Il existe dans notre pays des institutions judiciaires. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le commissaire a l'obligation de travailler avec tout le monde. Ok. On en reviendra ou ça fera l'objet d'une autre émission. Maintenant, pour vous répondre de façon sincère. D'accord. C'est une personne inspirante. C'est une personne visionnaire, téméraire surtout, qui a chaque fois l'envie de bien faire les choses. Et pour moi, c'est important. Moi, je retiens fondamentalement que c'est quelqu'un qui ne fuit pas les plateaux. Moi, je retiens ça au moins de lui, qui ne fuit pas les plateaux. Bon. Disponible pour intervenir et donner son avis. Ça, c'est dans un autre cadre. Oui. Je suis là en tant que secrétaire général du Haut-Commissariat. C'est mon premier plateau. D'accord. Et il viendra certainement si vous voulez, puisque vous avez dit qu'il ne fuit pas les plateaux. Il ne fuit pas, ça c'est vrai. Bon, donc relancez l'invitation et il vous dira exactement ce qu'il en est. Mais pour moi, c'est une personne très inspirante. Alors, concrètement, quelle est la mission? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous allons faire, ça, je vais dire, ce sont les activités. D'accord. Pourquoi? Parce que la mission, il suffit simplement de lire la loi 2009. Allez-y, vous pouvez nous donner des éléments qui vont permettre aux auditeurs de mieux comprendre la mission. Du 23 avril 2020, en son article 2, mission et attribution, le Haut-Commissariat a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. Bon, si je résume ça... Je voudrais déjà m'en arrêter là pour savoir. Je vous ai vu aux côtés du maître Jacques Migan faire le tour de quelques institutions, aller à la rencontre des présidents des autres institutions. C'est à cause de ça? C'est à cause de cet aspect que vous faites le tour ou bien c'est juste pour les civilités? Non, ce n'est pas à cause de la loi 2020-09, ce n'est pas... Bon, pour les civilités, on pourrait le dire, mais bon, vous venez de voir jour en tant qu'institution. Le minimum de respect dans une république est d'aller voir les frères, les sœurs qui sont déjà en place, qui vous donnent des conseils, et qui sont en mieux de vous présenter. Des gens que vous voulez
comment dirais-je, sensibiliser ou informer ou préparer à la lutte contre la corruption, vont vous donner des conseils? Non, non, monsieur Naoun, c'est pas comme ça. Ok, on y va, on y va. Je vous laisse alors. Si vous regardez bien nos audiences, il s'agit pour le moment essentiellement des institutions constitutionnelles. Voilà. De notre République. Ok. Le minimum que nous devons de faire, c'est d'aller dire, voilà, nous sommes en voie d'opérationnalisation et nous sommes venus vous dire cela. Et à la rigueur, s'il y a une manière de s'opérationnaliser, dites-le nous. Ok. Voilà. C'est la stratégie. Ne voyez pas de la tactique ou un jeu. Non, moi je vois rien. Je vous pose juste des questions parce que vous-même vous m'avez lu la question, la mission. On dit le Haut Commissariat a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier ou de mettre en œuvre des actions de prévention. Mais quand vous visitez ces institutions, c'est pourquoi je vous pose la question. Bien, je vais vous répondre autrement. Allez-y. Lorsque vous voulez l'efficacité d'une action, est-ce que vous allez y aller avec la force ou la souplesse? D'accord. La question est posée. Oui. Mais je vous laisse répondre. Parce que vous êtes mieux placé que moi en ce moment. Je peux. Oui. Nous, au commissariat, nous estimons que pour que l'ensemble de nos actions portent leurs fruits, il faudrait que les différents acteurs susceptibles de nous accompagner, les services d'appui, puissent être informés. Voilà. De à la fois notre existence et de notre vision, de la vision du haut-commissaire. D'accord. Voilà le sens des audiences qui nous sont accordées par la vice-présidente, par le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République, et les jours à venir, à la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Vous étiez rassuré? L'approche, vous étiez bien accueilli, bien vu? Bien vu comme des gendarmes à venir. Non, loin de là. Personnellement, à titre personnel, je suis à chaque fois sorti de ces rencontres, de ces moments, très très content. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Très content. On poursuit sur la mission, ce que vous avez à faire, ce que la loi dit concrètement. Elle sera bien longue parce que en dehors de la loi 2009, il y a le décret d'application de cette loi, le décret du 26 juin 2024. Donc, si vous l'avez sous la main, vous pouvez je l'ai sous la main. Partager quelques extraits avec nous. Et ça... ces extraits, en réalité, l'article 2 reprend l'article 2 du décret du 26 juin 2026-1004. Cet article 2 reprend plus ou moins l'article 2 de la loi 2009. Mais ce qui est intéressant, il faut partir à l'article 13 du décret d'application. Du décret d'application qui liste, il y a 20 missions. Bien sûr, c'est rangé dans les attributions du service des études, de la formation et du suivi-évaluation. Procède à l'identification des faiblesses et des risques de dysfonctionnement dans les institutions et administrations de l'État et formule des recommandations pour leur correction. Évalue les manuels de procédure des organismes publics qui en disposent, veille à ce que tous les organismes publics ainsi que ceux bénéficiant de financement public disposent de manuels de procédure. La liste, elle est très longue. J'invite les auditrices et auditeurs à se reporter à ce décret, en son article 13. On trouve ça où? En ligne? C'est possible en ligne. Et là aussi, vous allez me permettre de dire bravo à l'ensemble des acteurs. Avant, je le dis, avant, pour trouver un texte de loi, vous souriez, vous avez compris tout de suite ce que je veux dire. On y va. Il fallait passer un ensemble de coups de fil, voilà, quelqu'un à mais en un clic, nous avons toute la documentation. Voilà. Et il faut saluer cet effort. C'est très très important. Le travail qui est fait sur le plan numérique. Il faut le dire. Je salue tous les acteurs. C'est formidable. Donc nos concitoyennes, concitoyens, en un clic, peuvent avoir accès à ce décret d'application de la loi de 2020. D'accord. Vous pensez qu'au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, il y a le gratin de personnalités rassemblées vraiment pour assurer cette mission?
En dehors de vous et du haut-commissaire? Ou bien vous êtes seulement deux à faire le job? Non, pas du tout, on ne peut pas. D'accord. Quand vous regardez le profil de tous les acteurs qui sont rassemblés pour cette mission, ça vous rassure? Je n'ai pas l'habitude d'avoir des a priori sur les gens. D'accord. Je dis toujours quelque chose. L'homme est la mesure de toutes choses. C'est-à-dire quoi? Ce qui m'intéresse, c'est de mesurer ce qu'un collaborateur propose, fait. J'aurais pas d'a priori sur lui. Effectivement, il y a... découvrir les gens à la tâche. Exactement. Il y a une procédure assez contraignante de sélection des candidats. Comme dit le haut-commissaire, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est son credo. Et c'est ce que nous appliquons au commissariat. Je puis vous rassurer que l'ensemble des collaborateurs manifestent une volonté et un investissement. Nous ne sommes pas encore au nombre qu'il faut pour accélérer les choses. Mais donc je peux déposer aussi ma candidature, c'est ça? Si vous voulez déposer, il y a une voie pour le faire. D'accord. Et ça sera traité de façon anonyme. C'est-à-dire que lorsque nous recevons mon assistant, mes autres collaborateurs... Donc vous n'allez même pas témoigner de cette émission que nous faisons ensemble? Ah non. Ah bon. Ah non. Je ne prends pas cela en compte dans le cas des recrutements. Ok. Ça me rassure quand même de savoir que les choses se font là-bas, dans les règles de l'art. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il le faut. D'accord, c'est important. Alors, le contenu réel de cette politique de prévention à la corruption, c'est quoi? Ce que vous mettez vraiment dans prévention. Parce que ce que nous savons, c'est qu'il faut lutter contre la corruption. Il faut sévir, il faut sanctionner. Mais le jour où on a dit, bon, il y a une loi qui a été adoptée pour parler de la prévention et cette loi a effacé un tant soit peu l'autorité nationale de lutte contre la corruption et c'est devenu donc un haut commissariat. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre concrètement dans cette prévention? Bien. Je vais exposer de façon brève la conceptualisation de la démarche du haut commissariat. La conceptualisation de notre démarche de prévention. Nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est la prévention primaire. Nous avons choisi de procéder à une cartographie des risques. Dresser... Les risques de corruption, c'est ça? Oui, et je vais m'expliquer. Allons-y. Nous allons rechercher et trouver les causes, les sources, les organes, les facteurs aggravants dans notre pays qui génèrent la corruption. Ça, c'est le niveau de prévention primaire. Le niveau de prévention secondaire, nous avons choisi d'agir sur, je vais dire, le côté psychologique, d'agir sur l'individu, ce qu'il est, sa vision du monde, comment il veut faire société avec l'autre. Je ne suis pas en train de dire que nous allons redéfinir les valeurs, que tout le monde soit rassuré. Pas du tout, non. Mais il faut rappeler les valeurs de la République. C'est essentiel. Nulle part ailleurs, je n'en connais pas, en tout cas si vous en connaissez, vous allez me dire, je ne vois pas inscrire que voler, estorquer, détourner, accepter des pots de vin constituent des valeurs d'une République. Donc, de ce niveau de prévention secondaire, nous allons passer au niveau de prévention tertiaire. Vous avez sorti un vocable tout à l'heure, sévir. Mais s'il faut sévir pour sévir, ça ne sert absolument à rien. Donc on aurait déjà laissé le mal se produire. Exactement. Pourquoi? Parce que voilà un fléau qui en appelle à une sémiologie, à un champ bien plus large. Pour moi, la corruption est une chose impure. Et le pur, c'est la probité. C'est le travail réalisé dans la transparence et dans l'intégrité pour le développement d'un pays. Ça, je le dis avec force. Ça, pour moi, c'est le pur. Et l'idée, c'est de contraindre ces personnes réfractaires qui ne veulent pas changer. C'est écrit partout, tu ne voleras point. C'est interdit de voler. Mais il y en a qui continuent de voler. Donc, prévenir, ce n'est pas dire baguette magique, tout va disparaître parce qu'on va tous les foutre au gnouf, en tôle. Non, ça ne marche pas comme ça. D'où notre, pour ne pas dire nos stratégies, nos objectifs stratégiques sur 2025-2030,
qui, eux aussi, comportent 3 piliers. On n'a pas dit 3 axes. Le premier axe, c'est détecter et signaler. Le deuxième, c'est éduquer et sensibiliser. Le troisième axe, c'est dissuader et sanctionner. On n'aura pas le temps, même en 2 heures, ça ne va pas suffire, mais je vais essayer, axe par axe, de vous donner quelques éléments. Allez-y. Dans l'axe détecter et signaler, nous envisageons, je l'ai dit tout à l'heure, de cartographier les risques, mais surtout de nous intéresser à ce que moi j'appelle en tant que scientifique, de nous intéresser aux déterminants agrégés. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pratiques représentationnelles, culturelles, susceptibles de maintenir le pacte corrupteur? Je prends un exemple simple. Certains pensent que, de par leur fonction, ils ont droit de piller les caisses de l'État. Et d'autres pensent que s'ils ne le font pas, ils sont bêtes. Or, il y a une mais non, je suis désolé. C'est une infraction. C'est une infraction, il faut punir ceux-là. Mais tout en punissant, il faut préparer les autres générations. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs. Exactement. D'où passer de ce niveau primaire à ce niveau secondaire est très important pour le ACPC, au Commissariat à la prévention de la corruption. Disais-je, dans détecter et signaler, nous envisageons aussi de permettre à tout citoyen de ne pas se sentir effrayé lorsqu'il dénonce. Effectivement, il existe déjà une cellule de plaintes et dénonciations. Nous allons travailler ensemble. Je vous ai dit tantôt que le ACPC ne va pas voguer tout seul. La raison pour laquelle nous allons voir les présidents d'institutions constitutionnelles pour leur dire à peu près ce que nous envisageons de faire. Dans le deuxième axe stratégique, éduquer et sensibiliser, la volonté du ACPC est de poser un nouveau regard sur le bien collectif. Cette chose nous appartient à tous et nous devons en prendre soin. Pas détourner à des fins personnelles. C'est très important. Je puis dire que ce deuxième axe, vous le verrez, surtout en 2025. Nous avons une quantité d'activités à destination des écoles primaires, maternelles, primaires, secondaires, et les universités. Pas seulement, nous allons nous intéresser aux fonctionnaires. Il y aura des formations, des journées de sensibilisation, renforcement des capacités tendant à imposer, je dis bien imposer, un cycle d'intégrité. Nous envisageons de sortir et aussi d'imposer un code de comportement des agents de la fonction publique. C'est important. Nous pensons aussi rédiger une charte des usagers. L'usager doit savoir que lorsqu'il est en contact avec les services de l'État, quand bien même il serait sollicité pour commettre un acte corruptif, il doit refuser. Et il ne doit pas avoir peur de dénoncer ce monsieur en face de lui. Et d'en dissuader, nul n'est au-delà de la loi. Si vous choisissez d'être membre d'un pacte corrupteur, vous devez en assumer toutes les responsabilités. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai là ici la contravention d'ailleurs. Le 6, le dimanche 6 octobre, j'étais... Ce mois-là. Oui, de ce mois. Ce qui m'est arrivé, je me dis, bon, il y a la puissance divine qui se manifeste dans ce que j'ai envie d'accomplir. Je vais dire ça, nous sommes dimanche, donc bon. On y va. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la route de Cotonou à Porte-Novo pour aller à Adjon. Je devais voir un parent. Mon chauffeur, à l'entrée de Porte-Novo, a accéléré quelque peu. De 60 km/h, il est passé à 72 km/h. Et au détour de son accélération, il y avait le radar. Et ce n'était pas seulement le radar, il y avait une unité opérationnelle qui nous attendait. Okay. Il vient, tac, arrêtez-vous, le monsieur, on se met sur le côté. Il dit, permis de conduire, papier du véhicule. Non, non.
et avec un ton, mais véritablement guerrier. Et je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, 3 fois. Il ne me répond pas, il se tourne vers moi. Bon, au passage, je précise, j'étais dans une tenue, on va dire, un peu de campagne. Hein, voilà, bon. Il me regarde, vous avez un problème? Vous voulez des problèmes? Je dis, pardon? Je vous dis bonjour. Même si je suis en infraction, répondez à l'usager. Dites bonjour. Oui. Ce n'est pas un chien. C'est le minimum. C'est le minimum. Et j'ai relevé son nom. Pourquoi? Parce que je suis sorti du véhicule et j'ai demandé à parler au chef des opérations. J'ai gardé, nous sommes à l'antenne, je ne vais pas communiquer. Le chef de l'opération, c'est P. au point, qui m'a dit, bonjour monsieur, oui. J'ai dit, vous direz à votre agent, ce n'est pas parce que nous sommes infracteurs que nous ne méritons pas qu'ils répondent au bonjour. Si vous voulez que les usagers s'impliquent dans votre démarche, alors restez poli. Vous devez être le reflet des valeurs de la République, avec l'uniforme que vous portez. Je ne refuse pas de payer ma contravention, non loin de là. Non. Mais c'est ça. Un peu d'égards quand même. Exactement. Ça veut dire quoi? Voilà, la contravention, elle est là. Et je me suis pris la contravention, j'ai payé et je suis parti. J'ai dit, bon, vous partez d'ici, organisez un séminaire d'éducation, éducation civique. On dit bonjour, vous répondez bonjour, c'est le minimum. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que vous êtes le directeur de la structure publique d'à côté que vous avez le droit d'utiliser par exemple les moyens de l'État à votre fin personnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes le chef service par exemple de l'enseignement primaire, je sais pas, d'une structure publique, et que vous avez le droit de faire venir votre cousin pour qu'il travaille. Non. Vous devez obligatoirement, nous devons obligatoirement respecter la transparence dans la gestion des affaires publiques. D'accord. Et ça, c'est très important et c'est ce qui gouverne nos objectifs stratégiques. Donc, la prévention, cela ne veut pas dire qu'on est en train d'enterrer la répression ou la lutte farouche. C'est pas ça. Jamais. Bon, si vous me donnez 30 secondes encore, je vais vous dire quelque chose en ce sens. Allez-y, parce que dans un instant, on va recevoir les auditeurs. Merci. Dans 2 minutes. Et là, c'est le juriste qui vous parle. Oui. Dans prévention, puisque les gens doivent savoir, il y a lutte au sens technique de la chose. Okay. Il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, des normes légales et des normes extra-légales. Okay. Norme légale, c'est le droit déterminateur. La loi dit, en tel article, tu ne feras pas ça. Si tu fais ça, le côté sanctionnateur s'applique à toi. Dans les normes extra-légales, il y a l'intégrité, la probité, la transparence, et les deux s'associent pour faire le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. D'accord. Alors, pour tout ce qui a été fait, parce que, à vous entendre, c'est pas parce qu'on vous a nommé que vous avez tout ça à l'esprit. On sait que vous-même, vous avez peut-être votre perception de la lutte contre la corruption dans notre pays. Alors, tous ceux qui ont eu à organiser un tant soit peu cette lutte, j'ai parlé de plusieurs structures qui étaient mises en place, cellules de moralisation de la vie publique, on a connu l'autorité et tout ça. Pour vous, quel a été le point faible dans cette mission jusqu'à présent et qu'il faut corriger? Tout à l'heure, je vous disais, l'homme est la mesure de toute chose et ma pauvre personne est très très mal placée pour donner de leçons. Je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Je me refuse de donner des leçons. Ce qui m'intéresse, c'est notre date de naissance, 2024. D'accord. Il est bon de regarder quelquefois le rétroviseur. Mais s'il faut regarder le rétroviseur pour dire « Oh, bon, là, ils auraient pu faire ça. Oh, là, ils auraient pu faire ça », je trouve que votre action sera frappée d'impotence, de faiblesse. Allons droit. Des choses ont déjà été réalisées dans ce pays. Il faut s'en inspirer et aller au-delà. C'est ça qui m'intéresse. Sincèrement. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'opportunité déjà de rencontrer le président de la République?
Pas encore. Et je pense que ce jour-là, je tremblerai de tout mon corps parce que... Pourquoi? C'est un monsieur qui m'inspire énormément. Et ça, je veux m'arrêter là. Sinon, je vous ai dit, je ne fais pas de politique. On va vous qualifier d'autre chose. Ah, exactement. Parce que c'est très vite fait lorsque... Oui. C'est comme si on ne peut pas apprécier quelqu'un d'autre. Je m'en désole. Je ne suis pas partisan, point. Je ne fais pas de politique, point. Je suis scientifique et je pense que je le resterai à vie. D'accord. Est-ce que, au moins, Jacques Migan, c'est d'ailleurs pour ça que je pose la question, hein, parce que je voulais savoir si vous l'avez rencontré une fois, parce que je cherche à savoir véritablement ses attentes. Le chef de l'État? Oui. Du Haut-Commissariat. Les attentes du Haut-Commissaire? Oui, du Haut-Commissaire. Mais les attentes du Haut-Commissaire, ce sont les attentes de tous les Béninois. Tolérance zéro pour la corruption. Et le PAG, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ne cesse de nous dire circulez, vous allez voir pourquoi tolérance zéro. Imaginez un seul instant si nous arrivons à endiguer les passes droits. Parce que vous-même, vous avez payé la contravention. Ah oui? Avant, vous allez exposer votre titre et partir. C'est ça, non? Non, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. D'accord. Parce que je trouve que... parce que vous auriez pu dire que je suis le secrétaire général du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption et donc je continue ma route. C'est pas ça qui fait la valeur d'un homme. Voilà. Ça ne fait pas la valeur d'un homme. Ce qui m'intéresse n'est pas d'afficher un titre, une personnalité pour avoir en échange des avantages. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Merci beaucoup. Vous allez maintenant nous permettre de recevoir les auditeurs qui vont poser des questions. On y va avec le premier intervenant qui sera en ligne. Je rappelle les numéros pour vous, hein, 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp 50 52 52 73. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour, honoré Naoum Benjamin. Oui, votre nom? C'est Ayono Lucien depuis Djibouti. D'accord, nous vous écoutons. Et je salue votre invité. Et après avoir écouté, je dois lui dire d'abord que la corruption est un phénomène qui a la peau dure dans notre pays, puisque même les régimes présidents n'ont pas pu faire grand chose. Et dans un pays où même la criette ne fait pas peur aux gens, que pense-t-il de ceux-là qui disent que ce haut-commissariat qui est créé maintenant, ce haut-commissariat est un peu de trop, qui est créé pour être reconnaissant envers le bâtonnier Jacques Migan pour sa loyauté au gouvernement de Patrice Talon. Et qu'est-ce qu'il pense de la lutte que mène Jean-Baptiste Elias? N'est-il pas important de l'associer pour l'efficacité dans leurs actions? Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ayono Lucien. Un autre intervenant que nous allons prendre à présent. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Votre nom? Idrissou Liamidi Koumayon. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, je salue votre invité. D'accord. Moi, j'ai quelques questions pour monsieur Migan, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas monsieur Migan. C'est Dr Atindeou que nous recevons. C'est pas Jacques Migan qui est avec nous. D'accord. Le secrétaire général, bien entendu, du Haut-Commissariat. D'accord. Okay. Donc, je dirais que après la présentation du corrompu à la justice, on nous dit qu'il y a insuffisance de charges. Qu'en dites-vous, monsieur le Haut-Commissaire? Pourquoi créer le Haut-Commissaire aujourd'hui alors qu'il y a la BONAC? Votre institution ne peut pas porter de fruits parce qu'il y a pour et contre. Pour et contre, c'est-à-dire ils ont créé une loi et ils disent encore, ils ont créé encore une autre loi pour discréditer l'ancienne loi. C'est-à-dire, une fois, vous avez juré et vous avez fait la déclaration, après d'avoir fini votre fonction, vous ne déclarez plus rien. Pourquoi dans ce pays? Alors que quand on a de contact avec les usagers de la fonction publique, il y a effet de corruption. Il y a intimidation d'abord, telle qu'on nous a intimidé sur la voie, pour pouvoir
pour vous pousser à les corrompre. Pourquoi aujourd'hui, chaque fois on crée des institutions et ces institutions ne fonctionnent pas au niveau de la corruption? Et aujourd'hui, on nous parle d'illicitement, alors que c'est depuis des temps qu'il y a enrichissement illicite. Pourquoi aujourd'hui on tient? Parce que je connais des gens qui sont riches, qui sont au gouvernement. Ils ont eu leur argent comment? Ils ont eu de l'argent comment? Pourquoi on ne peut pas aller les contrôler? Pour leur demander comment vous avez fait pour construire cet immeuble? Comment vous avez fait pour acheter ce véhicule? Comment? Pourquoi au Bénin, on nous empêche d'évoluer dans nos lois? D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup à vous. À dimanche prochain. Voilà, merci à Idrissou Koumayon. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum, et son technicien du jour et l'invité, je vous salue. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, et je félicite ton invité. D'accord, merci. Ma première question, cher invité, vous ne pensez pas qu'il faut amener les peines de choses là à la cliente jusqu'à 40 ans, parce que les gens n'ont plus peur de la corruption aujourd'hui. Hein. Peut-être c'est 20 ans que les gens n'ont plus pitié. Et ça continue. Allô? 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 Oui. Ah, vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Je pense qu'il faut amener ça jusqu'à 40 ans. Là, je pense que les gens Donc, vont... condamner un citoyen à 40 ans pour le fait de corruption, c'est ça? Je pense que si on amène ça à 40 ans, Oui. je pense que là, ils vont cesser. Ah, d'accord. C'est parce qu'il se dit que 20 ans, là, ça passe très vite. Hein, c'est une proposition, quoi. D'accord. Parce que ça continue. Et c'est un souci capital pour nos chers citoyens. D'accord. Voilà, après vous avoir écouté. Oui. Je pense que si on peut prendre mes doléances là en compte, je pense que ce souci-là va diminuer. D'accord. Merci. Merci et que Dieu vous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton. On va poursuivre. Un autre intervenant, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Et appelez-moi Taoufik Akoloukpanon. Taoufik. Akoloukpanon. Akoloukpanon. Oui, Akoloukpanon. A-K-L-O-U. D'accord. Oui, voilà. Et je salue beaucoup votre invité, monsieur Assidéou, le docteur. Et je lui dis bonjour. Bonjour, et monsieur. Ce n'est pas facile de venir expliquer des choses aux Béninois. Surtout que nous sommes dans un pays où 75% est analphabète, comme on nous le dit souvent. Et je profite de votre antenne, de votre station pour saluer celui-là qui chapeaute cette institution, le Haut Commissariat, là, M. Jacques Migal, avocat. Et votre invité, il doit de temps en temps, si la radio Cotonou l'invite, il n'a qu'à venir de temps en temps. Est-ce que le Haut Commissariat, là, à un moment donné, peut aussi avoir accès à ce conseil que préside le chef de l'État concernant le Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il a dit que ce Haut Commissariat n'est pas un organe judiciaire. Mais est-ce que, parce que quand vous prenez la fonction des magistrats, ceux qui travaillent là, les magistrats là même là, et ce que nous, les simples individus, nous voyons de loin, c'est que on se dit, mais il y a cadeau, nous tiens si vous voulez. Mais est-ce que le magistrat lui aussi, il est propre comme, c'est-à-dire, les Béninois qu'on envoie régulièrement pour des faits de corruption dans les commissariats et autres là, devant les tribunaux la prière. Comment nous pouvons faire? Parce que ça, c'est ce que le Béninois aussi veut. Quand on dit magistrat, les gens, bon, ils ont tendance à voir que celui-là, il est intouchable parce que vous voyez le taux d'arrêt. Et si vous voulez, je voudrais dire que dans les cas de corruption, les choses concernant la corruption même va se révéler au sein de ces fonctionnaires-là. La mission, la démarche appropriée. J'ai du mal à... de ce commissariat-là. Monsieur Taoufik. Je viens un peu sur ces trucs-là pour moi, parce que c'est très important. Merci. D'accord. Une bonne journée dominicale.
Ce que je retiens fondamentalement de votre intervention, c'est de savoir si les magistrats, si eux-mêmes ils sont profs, parce que vous semblez qu'ils sont intouchables. Donc l'invité va pouvoir réagir là-dessus au moment opportun. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Oui. Simon Narcisse. D'accord, Narcisse Rolano. Ancien régisseur de la cellule de la réalisation de la vie publique de la feu Al-Sika Adjaï. D'accord. Je voudrais demander si le Haut Commissariat pourrait avoir un ancrage avec les travaux anticorruption effectués par la société civile, à savoir le FONAC, Social Watch et autres. Ça va pouvoir permettre à notre pays de pouvoir souffler dans ce domaine. Car vraiment, comme l'ont dit ceux qui ont précédé, sincèrement, c'est la corruption à la peau très 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 dure. Parce que tous les régimes qui sont passés ont tenté de faire ce travail-là, mais n'ont pas abouti. Je sais que le président actuel, M. Talon, fait beaucoup d'efforts en la matière, mais c'est encore quelque chose, il y a du chemin à faire. C'est pourquoi je voudrais encourager le haut commissaire et encourager son secrétaire général et le personnel en général qui travaille à cette délicate mission. Voilà ma préoccupation. Je vous remercie beaucoup et bonne séance de travail. Merci beaucoup à vous, Narcisse Rolano, pour votre passage ce matin. Nous poursuivons avec d'autres intervenants. Je précise bien, ceux qui ont du mal à avoir la ligne, vous pouvez déposer tranquillement vos questions via WhatsApp. On va les lire à l'invité au moment opportun. Un autre intervenant est là, on le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi, nous vous écoutons. Je salue votre invité. D'accord. Et merci pour tout ce que vous faites. Et nous avons d'autres structures auparavant qui luttent contre la corruption. Et quand votre structure est arrivée, votre conseil pour la lutte contre la corruption, moi je me suis dit qu'on aura rapidement des résultats par rapport à la lutte contre la corruption. Est-ce que dans votre structure, jusqu'à présent, vous avez déjà mis la main sur des corrupteurs présentés déjà à la justice? Et si c'est oui, est-ce que vous avez suivi l'affaire jusqu'au bout? Est-ce que ceux qui sont arrêtés, vous les avez suivis vraiment pour qu'ils puissent purger la peine, pour que ça puisse donner des exemples aux autres qui sont encore en rade pour faire encore la corruption? Par rapport à votre sensibilisation, est-ce que vous avez atteint tout le pays? Et après cela, est-ce que les gens ont pu vous suivre pour ne pas mettre la main dans la pâte, comme on a l'habitude de dire? Je crois que c'est cette question-là que j'ai à vous poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous suivons. Nous voulons voir des actions sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi. On va prendre encore une ou deux personnes et on revient dans le plateau. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, votre nom. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Philippe Dalmeda. J'ai du mal à vous recevoir. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, ici c'est Philippe Dalmeda. Philippe Dalmeda, nous vous écoutons. Oui. Oui, j'ai bien écouté votre invité. Mais je vais lui dire directement mon inquiétude. Allons-y. C'est vrai que tel qu'il a présenté le projet, c'est bien. Mais je vais lui dire ce que pense tout bas assez de Béninois. Je ne pense pas que de telles institutions soient dirigées par un politicien et puissent donner un bon résultat. Puisque nul ne saurait cracher dans sa propre soupe. Et le politicien est celui qui tient les manettes de toutes les institutions d'ailleurs. Et le haut commissaire est un homme politique. Et je me demande, je vais lui poser la question de savoir s'il a reconnu tout à l'heure que la prévention comporte aussi la répression. Maintenant, s'il arrivait que le haut placé au niveau du parti du haut commissaire se retrouvait dans les mailles
est-ce qu'ils auront le courage de frapper fort comme cela se doit? Et donc pour cela, je m'en vais leur dire que toute la population les regarde et ce n'est qu'à l'aune des résultats qu'on pourrait comprendre si effectivement c'est une mission pour véritablement lutter contre la corruption. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Le dernier intervenant qu'on va recevoir, bonjour. Oui, bonjour Radio Cotonou. Oui, votre nom? Sébastien Yamassi. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Oui. La première préoccupation invitée, vous avez dit dans votre développement la bonne gouvernance et la transparence de la gestion publique. Que peut faire votre institution pour que les Béninois puissent savoir combien gagne le chef de l'État, son excellence, combien gagnent nos ministres, combien gagnent des chefs de l'État? Parce que ça doit commencer par le haut. Si on veut vraiment lutter contre la corruption, c'est la transparence de la gestion publique. Parce que c'est le pays qui paye cela. Nous devons le connaître. La deuxième préoccupation, est-ce que votre institution n'est pas une institution budgétivore de but pour satisfaire un allié politique et pour ne pas des gâteaux comme on a l'habitude de les... Bon, on a compris, hein, votre préoccupation, même si vous avez perdu la ligne. Et oui, notre invité va pouvoir vous répondre. On reviendra donc, on revient, j'allais dire même, au plateau ici, avec notre invité. Et oui, c'est bien entendu, Docteur Atineu. Voilà, donc vous avez suivi les questions, comme moi. On va y aller ensemble pour la réponse. On va commencer par Ayonou Lucien, qui parle bien entendu d'une institution créée juste pour Jacques Migan. Vous avez la même lecture? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas créé pour l'homme. Pas du tout. Et si vous me le permettez, allez-y. J'aimerais demander à nos compatriotes, à chaque Béninoise et à chaque Béninois, de faire l'effort d'éviter les procès d'intention. Voilà. Nous avons, hélas, dans notre nature humaine, la facilité d'indexer autrui partant de ce qu'on sait de lui, mais jamais partant de ce qu'il peut faire et ce qu'il peut apporter. Ce qu'il peut produire. Ce qu'il peut produire. Laissons le temps au temps, parce que je dois encore le dire, excusez-moi d'être un peu... Parce que ça me pique et ça me touche à chaque fois lorsqu'on fait des procès d'intention. Ma personne ne supporte pas cela, pour qui me connaît. La prévention est une histoire de construction et de co-construction. Tout à l'heure, je l'ai dit, la prévention, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. La prévention, ce n'est... Effectivement, il nous faut toucher le politique, il nous faut toucher les secteurs, et ainsi de suite. Mais le temps va apprécier si le HCPC a été créé pour satisfaire une personne. Je dis bien, le temps va l'apprécier. D'accord. Vous les avez notés? Oui, bien sûr. Le premier intervenant, je m'excuse au passage parce que je n'ai pas noté tous les noms, mais au moins les préoccupations. Le premier intervenant estime que la corruption a la peau dure et la criette ne fait pas peur. Je ne sais pas. S'il veut s'y essayer, il saura si la criette ne fait pas peur. S'il veut s'y essayer. S'il veut s'y essayer. Si quelqu'un dans notre pays a l'intention de déclencher, de commettre une effraction, de défier la criette. Mais j'invite cette personne à le faire pour savoir si la criette ne fait pas peur. D'accord. Et ce qui est intéressant, il a dit que le HCPC a été créé pour contenter. Mais non, le HCPC n'a pas été créé pour contenter. Le HCPC, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, a été créé dans la volonté de renforcer la bonne gouvernance. Depuis 2020, il faut le préciser. Exactement. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Sinon, l'opérationnalisation n'aurait pas été si tardive. Restons patients.
comment je vais dire, nous sommes toujours en train de vouloir accélérer, obtenir des choses. Non, prenons le temps de construire et construisons les choses dans la positivité et non dans le défi des uns contre les autres. Il faudrait parfois se réjouir, même si ce n'est pas vous qui le vivez, du bonheur d'autrui. Je semble comprendre que la personne du haut-commissaire emporte plus que ce que le HCPC veut faire dans ce pays. Et ça me... Excusez-moi de vous le dire, ça me rebute. D'accord. C'est pourquoi j'ai clarifié. Oui. Le HCPC a été donc créé en 2020 par une loi et le haut-commissaire Jacques Migan a été donc appelé au charbon en 2024. Comme vous. Exactement. Voilà. On continue. Et toujours le premier intervenant nous demande d'associer monsieur Jean-Baptiste Elias. Mais c'est vrai. Généralement, vous savez, Épicure disait... On ne peut pas parler de corruption et l'oublier, par exemple. Non, pas du tout. Voilà. Je vais répondre. Et parce que je l'ai vu dans certaines questions. Épicure disait qu'un aveugle n'a pas la notion de la couleur. C'est vrai. Autrement dit, si vous ne voyez pas quelque chose, vous n'entendez pas quelque chose, vous ne touchez pas quelque chose, vous allez vous dire que ça n'existe pas. Et donc, je vais même anticiper pour répondre à la personne qui a parlé de Social Watch. Est-ce que les Béninois savent que nous avons déjà reçu le secrétaire exécutif Social Watch? Nous avons des choses en cours. Laissez-nous préparer, travailler dans la sérénité. Vous allez apprécier au résultat. D'accord. La deuxième préoccupation. La présentation du corrompu à la justice, insuffisance de preuves. Monsieur le docteur Olivier Charlatinéou est très très mal placé pour faire le travail de la justice. Mais en tant que juriste, je puis vous dire que il y a ce qu'on appelle dans notre jargon la charge, la preuve matérielle. On ne condamne pas quelqu'un juste à la tête du client. Laissons la justice faire son travail. La preuve, la rançon du droit, c'est ça? Oui, mais vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour contraindre une personne. Comment voudriez-vous que la justice puisse... Nous avons des textes dans ce pays. Voilà. S'il y a insuffisance de preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve pour pouvoir condamner la personne. Il y a insuffisance de preuve. N'accusons pas le magistrat tout de suite d'être corrompu, ma foi. D'accord. On poursuit. Bon, je pense avoir aussi abordé ce point. FONAC, tout à fait. Pourquoi pas, oui. Nous allons recevoir, c'est crescendo que les choses se font. Je le dis, je le répète, la prévention se met en place, opérationnalise étape par étape. Nous avons pour le moment des audiences avec les présidentes parce que d'institutions constitutionnelles. Nous allons aussi rencontrer les ministres parce que nous avons besoin de référents dans chaque ministère pour pouvoir faire le travail. Je vous ai parlé des services d'appui. Bien, après ça, nous allons recevoir toutes les organisations de la société civile. Soyons un peu patients, s'il vous plaît. D'accord. Ça va se faire. D'accord. Nous n'avons oublié personne. Je peux vous l'assurer. Ok, on continue. La réponse aux questions. Les institutions ne fonctionnent pas au niveau de la corruption. Lesquelles institutions ne fonctionnent pas au niveau de la corruption? Quand je notais la préoccupation de notre cher auditeur, c'est la question que je me suis posée. Lesquelles institutions ne fonctionnent pas au niveau de la corruption? Je semble constater, bon, ce n'est pas une spécificité béninoise, mais je semble constater que le citoyen ou l'usager des services publics a toujours des actes déclaratifs. On n'est jamais content. On n'est jamais satisfait. C'est vrai. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je suis d'accord. Comme dit l'autre, c'est le jeu. Oui, mais sauf que là, c'est pas un jeu. Quand on déclare quelque chose contre quelqu'un, à ce niveau-là, qu'on nous dise avec preuve, j'en reviens, suffisamment d'éléments, lesquelles institutions n'ont pas fonctionné. D'accord. Ok. Contrôle des riches au gouvernement. Déjà, vous allez faire ça? Le contrôle des riches au gouvernement, mais ça a été fait. En septembre, il y a eu le renforcement. Il faut savoir d'abord apprécier les choses avant de les dénigrer, quand même. Il y a eu le renforcement en septembre dernier, la déclaration du patrimoine. Quelles sont ces personnes-là qui ont obligation désormais de déclarer? Et je vais vous donner l'élément tout de suite. Il ne suffit pas simplement de déclarer, il y aura des contrôles. Donc, laissons faire. Laissons faire et on va apprécier. D'accord.
Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, vous allez veiller à ça. Oh, bien que oui. D'accord. On continue avec Paul Chaudatan. Oui, la peine d'emprisonnement passée de 20 à 40. Bon, je vais prendre sa proposition comme étant une contribution, vais-je dire, à la consolidation de l'état de droit. Donc, le ministre en charge de la justice, hein, monsieur Yvan Deschenous, certainement va apprécier. Ce n'est pas Olivier Schall ni au commissariat de le dire. Effectivement, nous pouvons formuler des recommandations. Pour corser les choses. Exactement. En expliquant pourquoi il faut alourdir les peines. 40 ans dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas petit. Hein. 20 ans déjà, c'est pas petit. Monsieur Naoun, lorsque vous choisissez d'être infracteur, vous devez savoir de défier la justice. Exactement. Tout comportement antisocial en appelle à exercer et en assumer les conséquences. D'accord. On poursuit avec le suivant, Théophile à Clocmanon, qui dit les magistrats sont-ils propres ou bien sont-ils au-dessus de la loi? Parce que certainement il en a rencontré peut-être. Lesquels? Moi je ne sais pas. C'est lui qui a posé la question. Tout à l'heure je vous ai dit que j'avance et je réfléchis comme un scientifique. Okay. J'ai toujours besoin d'isoler des déterminants pratiques, pragmatiques, des preuves pour affirmer ce qui sort de ma bouche. Voilà. Je ne fonctionne pas avec le c'est l'homme et l'homme fidèle. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir des éléments. J'ai toujours besoin d'éléments. La preuve, la cellule des dénonciations, des plaintes. Quand vous allez sur la plateforme, qu'est-ce qu'on vous demande? Vous pouvez dénoncer de façon anonyme. Et si vous avez une preuve, donnez-les, apportez ces preuves pour que nous puissions travailler. C'est ça. Vous avez des soupçons, ça c'est autre chose. Mais si vous voulez faire des procès d'intention à tout va, ça n'intéresse. À quelle institution va fonctionner avec des procès d'intention? Si vous en connaissez, vous me les citez, et puis bon. D'accord. Vous avez déjà répondu à la question de Narcisse Roland qui demandait à avoir quand même un peu d'ancrage avec la société civile. On va rebondir donc sur la question de Bernadette Fabi qui parle de corruption, des structures qui existaient avant. Est-ce que vous avez déjà pris des corrupteurs? Bon, oui, effectivement, j'ai noté déjà des arrestations. Le haut commissaire a prêté serment le 22 juillet 2024. J'ai été nommé en conseil des ministres en tant que secrétaire général du HCPC le 25 septembre. J'ai pris... Effectivement, je travaillais avec le haut commissaire depuis le 13 juin, pour vous dire. Et lorsque vous voulez penser une action juste, on ne fait pas dans la précipitation. Voilà. Vous n'avez même pas encore fait un mois au poste. Mais voilà. Vous avez tout dit, merci. Je réponds à votre place, c'est ça. C'est très gentil pour la contribution. Vous aurez à faire la sensibilisation dans tout le pays, ça c'est clair. Au-delà de la sensibilisation... Parce que Bernardin Fabi a posé la question. Oui, au-delà de la sensibilisation, je veux employer un mot qui va plaire aux sociologues, à toutes les personnes qui font les sciences sociales. Nous allons mettre en place un mécanisme de la ritualisation de l'instruction, autrement dit l'éducation. D'accord. Un homme à éduquer s'auto-éduque. Vous devez apprendre à changer votre manière de faire les choses si cette manière de faire ne contribue pas au bien-être de votre entourage et au développement du pays. Voilà le point de départ. Ok. Il y a Philippe Dalmeda qui dit HPC, dirigé par un politique, ne donnera pas de résultat parce qu'il manquera de courage de frapper fort au moment opportun. Pour répondre à notre cher auditeur, et en guise de rappel d'information, le haut commissaire a présenté sa démission. Je dis bien sa démission. Il n'intervient plus depuis sa nomination en tant que politique. Et laissez-moi vous dire, vous savez, j'ai entendu une remarque, vais-je dire, dans cette dimension-là. Oh, Olivier Charlatineau, docteur, il est scientifique, enseignant-chercheur, c'est très théorique, il ne connaît rien à la pratique béninoise. Et je réponds à ces personnes... je vais toujours rester sympa, égal à moi-même, d'aller lire un peu et de regarder ce qui se passe ailleurs. Celles et ceux qui permettent à l'OCDE, à la Banque mondiale, au FMI, à d'autres institutions dans le monde, d'élaborer des stratégies assez fortes de lutte, de prévention de la corruption.
Ce sont d'anciens politiques, des personnes qui ont exercé d'autres fonctions. Mais ce n'est pas parce que ces personnes ont exercé d'autres fonctions que tout de suite il faut les stigmatiser. Poser une forme de post-it dans leur dos en disant, toi, politique égale corrompu, tu ne peux pas faire ça. Sortons de la stigmatisation brute, abrupte et parfois même méchante. Laissons les gens travailler. Saint Paul, nous sommes dimanche encore aujourd'hui. Qui était Saint Paul? Que chaque auditrice, auditeur aille chercher qui était Saint Paul. D'accord. Sébastien Yonkosu, HCPC doit aider à savoir le salaire des dirigeants. On ne connaît pas le salaire du président de la République, de certains ministres de la République ou des ministres de la République. Est-ce que vous allez travailler dans ce domaine? Dans nos objectifs stratégiques 2025-2030, effectivement, le HCPC a proposé et propose un renforcement, pour ne pas dire une actualisation, c'est le mot juste, une actualisation du décret 2015-035 du 29 janvier 2015, décret relatif à la transparence de la gestion, dans la gestion des affaires publiques. Nous y travaillons, mais on ne peut pas tout faire le même jour. C'est pas possible. Cela, ça sera de la démagogie. Nous avons proposé. Le texte n'est pas encore rédigé. Nous n'avons pas encore rencontré le ministre de tutelle, la justice et de la législation. Nous n'avons même pas encore rencontré, on n'a pas encore rencontré le chef de l'État pour lui dire, bon, voilà notre matière, votre Excellence, aidez-nous à aller dans ce sens parce que nous y gagnerons à redorer le blason, à refaire la confiance nécessaire entre citoyens et politiques. Parce qu'il s'agit concrètement de ça, dans la question, dans la préoccupation de cet auditeur. Comment faire pour établir la confiance entre institutions et citoyens, entre politique et citoyens, entre représentants du peuple et citoyens. D'accord. Et ça va se faire. Ok. Dernière question de Sébastien Yonkosu qui parle d'institutions budgétivores. Moi, je vais poser la question autrement. Si vous vous rendez compte que le Haut Commissariat à la prévention contre la corruption est une institution budgétivore, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien vous allez partir? Je resterai fidèle à ma question est plus difficile que pour Sébastien, c'est ça? Non, non. D'accord. Pour un scientifique, au contraire, plus c'est difficile, plus c'est jouissif, c'est excitant. D'accord. Je resterai fidèle à mes valeurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption soit une institution budgétivore. Je suis bien placé pour vous dire, entre la structure organisationnelle proposée par le Haut Commissaire initialement, il y avait telle quantité de personnes. Mais aujourd'hui, nous fonctionnons avec 2 fois moins. Je dis bien, nous fonctionnons avec 2 fois moins. Une personne, ce qu'on appelle dans le jargon multi-compétences, une personne fait le boulot de 2 à 3 personnes. D'accord. Et on sait ce que ça donne au quotidien. Je ne pense pas que ça soit une institution budgétivore. Et au rappel, si on lit la Convention des Nations Unies contre la corruption, tous les OLC, organismes de lutte contre la corruption, ces organes doivent disposer de moyens d'autonomie dans le fonctionnement. Si nous voulons des résultats, nous voulons une tolérance zéro. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. D'accord. Donc on ne veut pas, on dit j'ai faim, mais je ne veux pas manger. Ça me paraît un peu bizarre. Bizarre. Oui. Stanislas Sotongi sur WhatsApp nous dit: Monsieur le SG du Haut Commissariat de lutte pour la prévention de la corruption, c'est ce qu'il dit. Je voudrais savoir, concernant vos activités, la différence qu'il y a entre FONAC, la LLC et le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption. Je crois que la question est claire, hein, mais il faut quand même clarifier. Quand on parle de FONAC, ça c'est une organisation de la société civile. Exactement. La LLC, c'est l'autorité de lutte contre la corruption qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Oui. Et pour, en guise de complément à ce que vous venez de bien présenter, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est une institution créée par une loi organique. Bon, comme l'ancienne autorité. FONAC, vous l'avez rappelé, c'est une organisation de la société civile. Moi, je considère que la différence se trouve dans l'instrument juridique qui permet l'existence des uns et des autres. Sur le terrain, nous devons travailler ensemble. D'accord.
Voilà. Il y a une autre question. Bonjour le plateau. Charlemagne Saroyon dit je demande à votre invité ce qu'il pense des efforts de Jean-Baptiste Elias, les efforts qu'il mène pour la lutte contre la corruption dans notre pays, le Bénin. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais déjà répondu. Oui. Je vous ai dit que je ne suis pas partisan du dénigrement pour le dénigrement et que ça soit M. Elias ou une autre personne, il faut toujours accepter, recevoir l'effort de l'autre. Sans ça, vos prétentions, votre grandiloquence, tout ce que vous voulez, c'est zéro. Il a fait un certain nombre de choses, nous allons nous en inspirer, quitte à les améliorer, quitte à même les répéter si nécessaire, mais tout n'est pas à jeter. D'accord. Bonjour, monsieur. Quand l'État lui-même sait bien que des fonctionnaires ont droit à un avancement chaque 2 ans dès qu'ils sont recrutés en tant que ACDPE, alors qu'ils refusent de reconnaître que ces derniers ne vont pas bénéficier de ce droit, est-ce que là on peut parler de la corruption dans ce sens-là? C'est Pereira Mokhtar qui a signé donc cette question. Avancement de carrière? Oui, avancement de carrière. Chaque 2 ans. Je pense que cela sort de mes attributions et compétences. D'accord. Il y a un ministère de la fonction publique qui est bien placé. Non, la personne cherche à savoir si ce n'est pas un acte de corruption. L'État qui sait qu'on doit vous avancer, mais on ne vous avance pas. Est-ce que ce n'est pas une corruption? Je pense que ce monsieur mérite d'écrire, de saisir le médiateur de la République. Ce n'est pas du ressort du HCPC. D'accord. C'est votre réponse à la question. Oui. Alors, il y a une dernière question que je vais récupérer rapidement. Ça vient de Maurice Ogouchi qui dit mes salutations. Ne vaudrait pas mieux éradiquer les causes de la corruption? Ça, c'est déjà sa première interrogation. Qu'est-ce que vous en répondez? C'est très prétentieux de vouloir éradiquer les causes de la corruption. Nous pouvons agir, réduire, c'est par étapes. Réduire, éliminer. Pourquoi? Quelles sont les causes? Où se trouvent les causes de la corruption? Mais c'est de la nature humaine. C'est la nature humaine. Et c'est pas seulement la corruption. Que ça soit un acte terroriste, que ça soit un acte de perfidie, de trahison, c'est de la nature humaine. Donc, faille-t-il effacer l'humain de la terre pour tout régler? Certaines personnes en appellent à une bonne 3e guerre mondiale pour que l'humanité puisse comprendre que agir ensemble collectivement dans la positivité, là je reprends ce que j'ai entendu, de la positivité, changerait tout. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je trouve qu'en l'humain, il y a de la grandeur comme de la bassesse. À chacun de nous de produire et de manifester la grandeur. D'accord. Peut-on contrôler et vérifier les grandes fortunes, bâtiments, grosses voitures, les voyages de luxe et autres, etc. C'est une question de Maurice Ogouchi. Vous allez faire ça? Mais pourquoi pas? Si ce qui a permis à Madame X, Monsieur Y, découle et provient des caisses de l'État, c'est l'argent du contribuable. Pourquoi le HCPC ne contrôlerait pas? Non mais vous verrez au résultat. Je ne peux pas dévoiler certaines stratégies opérationnelles ici. D'accord. Alors, il pose la question, et que je vais lire rapidement. Il dit, ne peut-on pas démunir totalement les corrompus afin de décourager les prétendants à cette corruption? On éviterait donc l'expression, je ne ferai que quelques années de prison et je sortirai retrouver ma fortune. Bien, je vais vous donner une exclusivité. Oui. J'ai proposé au commissaire d'appliquer ce qu'on entend en anglais name and shame, qui existe plus ou moins déjà, la dénonciation publique. D'accord. Mais j'ai demandé à ce qu'on aille loin. Désormais, un corrompu verra sa tête placardée partout dans tout le pays avec sa fonction d'origine et les faits qui lui ont été reprochés après le passage de la justice. Je tiens à le dire. Oui. Le haut commissaire... Dès qu'il sera condamné. Exactement. On va l'afficher publiquement. Publiquement. Comme ça se fait ailleurs. Même si c'est le papa de Dr Atineou. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Votre mot de fin. Je vais inviter les auditrices et les auditeurs à nous manifester de la confiance, de la patience, car nous allons réaliser de belles choses ensemble. C'est très important
Oui. Chaque Béninois doit savoir que le HCPC va contribuer à un devenir heureux pour les générations et d'ailleurs pour nous autres qui sommes là présentement. D'accord. Attendez, vous verrez les résultats. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Olivier Charles Atinéou. Vous êtes le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc Parler. Merci. Voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Bangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de journée dominicale à vous. Merci. Franc Parler